J'ai découvert brusquement que ça ne m'intéressait plus. J'ai tout abandonné. Pognon, 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 pognon. Je n'entends parler que de ça tous les jours. Ce qu'il faudrait, c'est un bon boulot, bien abrutissant. L'avenir, toujours si clair pour moi, était devenu comme une autoroute sombre la nuit. Et toi, t'es heureux? Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic, le podcast qui s'intéresse aux personnes qui ont démarré une nouvelle vie. Qu'ils aient eu un déclic ou qu'ils aient pris une claque, nos invités vous racontent comment ils ont su se réinventer. Aujourd'hui, j'accueille Bertrand Fagnoni, aka Best Marmotte. Il est youtubeur, streamer et joueur professionnel et vous le connaissez probablement pour ses vidéos autour du jeu Hearthstone. Il nous parle de sa passion pour les jeux de stratégie et évidemment des jeux de cartes, de ses débuts dans le gaming et des difficultés du métier liées à l'insécurité. J'espère que cet épisode vous plaira autant que les précédents. Pour nous aider, c'est très simple, il suffit d'en parler autour de vous, de vous abonner sur notre chaîne iTunes et de nous mettre un avis, c'est ce qui nous aide le plus. Bonne écoute. Bon, eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille Bertrand Fagnoni, c'est comme ça que ça se prononce ? Exactement, c'est bien ça. Ah, super. Donc Bertrand, tu es youtubeur, streamer, joueur professionnel. Est-ce que je me trompe ? Non, c'est bien ça. C'est Un bien. peu moins joueur professionnel maintenant, que je ne suis plus à l'Arma Team, mais streamer et youtubeur, ça, on est à 100% dedans. D'accord. Alors, moi j'ai entendu parler de Bertrand à l'époque où tu streames toujours sur Hearthstone. Oui. Et je me suis rendu compte que tu avais été croupier en fait, puisque tu as été invité par Winamax au WPO, qui est le Winamax Poker Open à Dublin. Exactement. Et du coup, en recherchant un petit peu sur internet, je me suis rendu compte que tu avais eu un travail un petit peu plus conventionnel avant de te lancer dans l'aventure gaming. Donc ma première question, c'est un petit peu d'où te vient cette fascination pour les cartes ? Ben, ça vient de très très jeune, en fait, ça vient du tarot, parce qu'en fait, moi je viens de Moselle. Il faut savoir qu'en Alsace-Moselle, tu as encore en école primaire et au collège, tu as encore des cours de catéchisme. C'est-à-dire que toutes les heures, tu as un cours, toutes les semaines, tu as une heure de cours de religion catholique, ce qui ne se fait plus partout ailleurs en France, parce que partout ailleurs en France, tu as la loi de séparation de l'Église et de l'État. Et ce qui n'est pas le cas du coup en Alsace-Moselle, parce que au moment donné où il y a eu cette loi en 1905, on était en Allemagne. Et donc ce qui fait que tu as encore ces heures de catéchisme que tu as le droit d'être dispensé, ce qui était mon cas, et du coup à chaque fois on était 5-6 à dispenser, et du coup on jouait au tarot toutes les heures. Enfin toutes les semaines on jouait une heure au tarot, et du coup voilà, c'était le rendez-vous, et petit à petit j'ai de plus en plus apprécié ça. Après le tarot, c'était Magic pendant de très très longues années. C'est Magic qui m'a donné le goût à la compétition, et c'est là où j'ai fait mes premières faits d'armes, puis après le poker et encore après Hearthstone. T'as commencé à jouer à Magic vraiment tôt ? À 14 ans, je me suis qualifié pour mon premier Pro Tour, c'était en 2000, c'était le premier Pro Tour à Los Angeles à 16 ans. Ah, c'est vachement jeune, moi je me souviens que je l'ai collectionné et que ça me paraissait très compliqué comme jeu. Et à 14 ans déjà faire des tournois, c'est impressionnant quand même. Je sais pas si c'est impressionnant, j'ai toujours eu ce goût de la compétition, que ce soit au tarot. Après j'ai également, en même temps que j'ai commencé Magic, je faisais encore des échecs en club, et du coup j'ai toujours eu ce goût de la compétition, ce goût de mesurer aux autres. Pour moi en fait, ça a toujours été le prolongement normal. À partir du moment où je joue un jeu sérieusement, soit je fais de la compétition, soit j'y joue pas en fait. Et du coup, j'ai vu sur internet aussi que tu avais fait des études, je crois, d'histoire et de lettres. Exactement, j'ai un parcours, on va dire, scolaire assez classique jusqu'au bac, et après ça part un petit peu en carnaval. Je fais des histoires, des cours, une fac d'histoire, puis une fac de lettres classiques. J'étais plus en mode aller à la fac, entre guillemets, pour apprendre, pour découvrir de nouvelles choses, plutôt que dans un but professionnel. Et ce qui fait qu'au bout de 4-5 années, j'avais certes mes licences, ça ne me servait à rien. Et c'est là que j'ai commencé à me poser la question de ce que je voulais faire dans la vie. C'est là que j'ai commencé à faire ma formation de croupier. En faisant des études, tu savais déjà que c'est pas du tout ce que tu avais envie de faire et que c'était vraiment juste pour apprendre des choses et que tu allais te tourner vers un secteur différent, ou tu espérais quand même trouver un travail et c'est juste quand tu as vu que ça allait être compliqué avec cette licence que tu t'es tourné vers quelque chose qui te passionnait vraiment ? Non, je pensais, j'y allais sans savoir du tout, parce qu'il fallait faire quelque chose après le bac et je sais pas quoi du tout, donc j'y allais un petit peu en mode j'en savais rien, si ça allait fonctionner ou pas, j'en savais rien si ça allait, si j'allais pouvoir trouver un métier ou pas, et c'est effectivement au bout de quelques années que je me suis rendu compte que c'est pas ce que je voulais faire comme taf. Et du coup, formation de croupier en Belgique, c'est ça ? Ouais, à Namur.
Namur, ouais. Je suis déjà allé jouer là-bas, c'est marrant. Ouais, au casino municipal de Namur. Au Circus Casino, pardon, qui est dans l'hôtel, et avec l'hôtel à côté. C'est une formation de combien de temps? 3 mois, c'est très court. D'accord. Et du coup, tu as exercé ce métier pendant combien de temps? Au final, pendant, je dis pas de bêtises, 2000, j'étais revenu en France, ça doit être pendant 5 ou 6 ans, 5 ans, 5 ans. Enfin, 5 ans et demi. D'accord, donc c'est assez long. Et il me semblait que t'avais vécu à Manchester aussi? Ouais, en fait, j'ai fait ma formation à Namur, je suis resté quelques mois à Namur, après j'étais travaillé à Manchester, puis à Aberdeen en Écosse, et je suis revenu en France, où j'ai commencé à bosser au Casino d'Amnéville le 1er janvier 2010. Et quelle a été la transition du coup? À quel moment tu t'es dit, bon, être croupier c'est chouette, mais je commence à en avoir marre, j'ai envie de faire autre chose. Est-ce que la transition elle a été naturelle? Ou est-ce que du jour au lendemain, t'as pris tes clics et tes claques en te disant, maintenant je veux faire quelque chose qui me plaît? Non, ça s'est fait petit à petit parce qu'au départ, ça fait petit à petit parce qu'en fait, au bout de 2 années et demie en France, je suis passé à 80%. J'ai commencé à reprendre des études, cette fois-ci en droit, parce que je savais que maintenant je sais, je le sais toujours, que le droit est quelque chose qui me passionne et que le jour où le streaming ça ne marche plus, je finirai mes études en droit, mon master, et du coup, je passerai le concours d'avocat ou de magistrat. Ça, maintenant, je l'ai acté, je sais ce qui me passionne, et du coup, j'ai déjà repris ces formations en droit et au moment en fait au moment donné où j'ai eu un accident de voiture parce que je faisais les cours la journée plus le taf le soir, j'ai eu un accident de voiture qui m'a forcé à être resté immobilisé plusieurs mois chez moi et c'est quoi coup de hasard total, c'est à ce moment-là qu'Hearthstone est sorti et que j'ai commencé du coup à bloquer chez moi, à passer pas mal de temps sur Hearthstone. D'accord. Mais à ce moment-là, quand tu jouais beaucoup chez toi à Hearthstone, tu peux difficilement te projeter et imaginer que ça allait devenir voilà, un des jeux les plus joués actuellement, qu'il allait avoir énormément de compétition. Ah bah je ne me projetais absolument pas en fait, je jouais à Hearthstone, quand j'avais du temps libre, j'ai commencé à écrire 2-3 articles pour Millennium. Mhm. Comme j'avais un gros passif de joueur de jeux de cartes, beaucoup d'expérience et que priori je disais des trucs pas trop fausses, mes articles marchaient très bien. Du coup, quand ils ont lancé une web TV, ils m'ont proposé de streamer dessus quelques heures par semaine, au même moment où Torque a commencé d'ailleurs. Et j'ai commencé le 14 janvier 2014, 2013, 2014. J'ai commencé le 14 janvier 2014, où il y avait 300 personnes. C'était très bien pour l'époque. Et oui, puis déjà à l'époque, je streamais 20-22 heures par semaine. Bah, toujours pareil, j'étais chez moi et j'avais pas grand chose d'autre à faire. Mais au début, clairement, je gagnais pas ma vie. La première année, je gagnais 300-400 euros par mois, pas plus. Là, t'étais payé par Millennium à ce moment-là? Ouais, c'est payé par Millennium. On C'est ça. était payé ce qu'on appelle au rev share, c'est-à-dire on est payé en fonction du nombre de personnes qui voient nos pubs. Les Ouais. pubs qu'on passait toutes les heures. Ouais, c'est partage de revenus. C'est ça. Exactement. D'accord. Et du coup, ça a évolué comment jusqu'à maintenant aujourd'hui? Parce que je crois que tu es passé par plusieurs teams. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur voilà, qu'est-ce que c'est qu'une team exactement et Eh nous ben, raconter une équipe e-sport, c'est exactement le même principe qu'une une team sportive. Il y a, du coup, on est entre guillemets payé par un club. On est payé par un club qui du coup s'appelle ici une équipe. Du coup, cette équipe, je suis désolé parce qu'en fait, en même temps, il y a un tournoi qui se lance à 18h. Là, du coup, je viens de devoir check-in la deuxième ronde. C'est pour ça que du coup, je bafouille un petit peu. Vas-y, c'est pas grave. Je suis désolé, je valide les 15 en même temps. Cette interview de l'improbable. Parce que du coup, petit aparté, en fait, le circuit entre guillemets pro d'Hearthstone officiel de Blizzard a repris. Et du coup, maintenant, en fait, il y a un tournoi auquel il faut se qualifier. Et le tournoi a lieu tous les jours à 18h. Et c'est 18h à 2h du matin jusqu'à ce que je sois qualifié 7 jours sur 7. Donc, du coup, c'est un peu. C'est pas gênant, mais ça. Hop! Il fallait que je choisisse mes héros. Donc voilà, c'est pareil, le même principe que le principe sportif. On a une team, cette team a des sponsors, cette team a des joueurs. Après, il y a plusieurs types de contrats. Est-ce que la team défraie juste les joueurs? Est-ce que la team paye le joueur en plus? Comment ça se passe? Ça dépend de chaque team. Et après, il y a différents événements, il y a des tournois, que ce soit des tournois offline qui vont du coup, vu que c'est ce qu'on appelle de l'e-sport, des compétitions électroniques, des tournois qui peuvent se jouer par internet, des tournois qui vont jouer en live. Et les contrats durent 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 mois. Ça après, c'est comme un contrat sportif, tout se négocie. D'accord. Parce qu'en fait, en tant que joueur pro ou streamer, tu as plusieurs sources de revenus. Du coup, tu as potentiellement le salaire qui est versé par une équipe. Exactement. Tu as tes revenus personnels générés soit par des victoires à des tournois, je pense, qui te reviennent a priori.
Oui. Soit, et puis si tu streams, si tu as une audience, que ce soit YouTube ou Twitch, je suppose que tous les revenus générés par cette chaîne, qu'ils soient publicitaires ou que ce soit des dons, ça te revient à toi Exactement. Et c'est une nécessité car en France actuellement, personne ne peut vivre. Il n'y a aucun joueur qui gagne suffisamment en tant que salaire de joueur pour en vivre. Tu veux dire qu'il n'est pas possible en tant que joueur solo sans team d'en vivre? Non, en tant que joueur pro. Aucune team ne donne suffisamment d'argent pour pouvoir vivre uniquement du fait de jouer à Hearthstone. D'accord. Il y a forcément une obligation de faire soit du streaming sur Twitch, soit des vidéos sur YouTube, soit du coaching, d'autres choses à côté pour en vivre. Mais le salaire de joueur en tant que lui-même ne permet pas de vivre. D'accord. YouTube, je sais qu'il y a eu une belle époque avec des beaux revenus, mais a priori, j'écoutais des interviews de YouTubeurs il y a pas longtemps où les revenus YouTube sont quand même beaucoup plus faibles qu'auparavant. Ils sont énormément plus faibles. Maintenant, la possibilité de faire de l'argent sur YouTube, en fait, c'est quasiment vivre de YouTube actuellement, c'est uniquement faire des OPSP. En fait, c'est du coup faire des vidéos qui fonctionnent bien, du coup qui intéressent les marques, et du coup à ce moment donné, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui voient les vidéos, on est payé par les marques, etc. C'est ça qui permet de vivre de YouTube actuellement. D'accord. En fait, vous êtes plus payé par ce qu'on appelait la pré-roll, qui est la publicité avant YouTube. Vous êtes payé par des sponsors qui potentiellement sponsorisent des vidéos. Exactement. D'accord. C'est des choses qui sont clairement explicites quand tu fais une vidéo. Tu dis voilà, c'est présenté par telle marque ou... C'est obligatoire. Alors, en France, c'est légalement obligatoire de le mettre dans le titre et dans la description que c'est sponsorisé. D'accord. C'est le personne qui ne le fait pas peut se faire taper sur les doigts par la concurrence des fraudes, la répression des fraudes. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, alors, est-ce que tu es dans une team, ou est-ce que tu en es? Est-ce que tu as des projets? Je suis actuellement dans la team Meltdown, qui est la team du coup je sais pas si tu connais, il y a toute une série de... C'est un bar, le Meltdown, c'est ça? C'est un bar, c'est une franchise de bar, parce que maintenant ils en ont, il y en a plus de 50 dans le monde. Et c'est une franchise effectivement qui est à Paris, qui du coup a toute une série de deux joueurs, un joueur par jeu généralement, qui sont en même temps un petit peu ambassadeurs, et c'est avec eux que j'ai signé pour l'année 2018, et je porterai leur couleur du coup dans les events. D'accord, je crois qu'ils en ont un à Londres aussi. Il y en a à Londres, il y en a en Espagne, au Portugal, en Allemagne, il va en avoir aux États-Unis bientôt. Il y en a vraiment pas mal. Ça se développe bien en tout cas. En 5-6 ans, c'est passé de un bar à Paris à un peu plus de 50 dans le monde. C'est ça, c'est énorme. Je voyais une interview de la fondatrice, Sophia, je crois qu'elle s'appelle. Ouais, c'est ça. J'avais essayé de la contacter pour qu'elle vienne sur le podcast. Elle m'avait dit qu'elle était intéressée, puis on a arrêté les échanges, faudra que je la relance. Ouais, du coup, je connais bien, vu qu'entre guillemets, j'ai contacté avec elle fait tout le temps des choses. Ouais, j'imagine tout le temps. 50 bars en quelques années, c'est un développement énorme. Ouais. Et du coup, je pensais que c'était vraiment... Enfin, moi, je voyais ce bar comme un bar très amateur où, en fait, en fin de semaine, les fans de jeux vidéo, d'e-sport viennent boire une bière et faire une compétition sans grande importance, on va dire. Mais je savais pas qu'ils étaient prêts à sponsoriser des joueurs. Si, parce que d'un côté, ça permet également ça me permet de pouvoir aller aux différents events, que ce soit en France ou à l'étranger, et du coup d'être défrayés. Et de l'autre côté, eux, ça leur permet, quand il y a des anniversaires de leur bar, etc., d'avoir des influenceurs qui peuvent venir sans avoir besoin de les rémunérer. Ok. Très bien. Qu'est-ce qui a changé entre ton travail conventionnel de croupier et maintenant? Alors j'imagine que tu vas me dire si c'est le cas, mais tu travailles depuis chez toi, je suppose, la majorité du temps. C'est ça, 80% du temps je travaille de chez moi, tout se fait devant le PC, hein. Et comme j'habite à Paris, et de toute façon je pense qu'à Londres c'est exactement le même pour toi, les appartements sont tout petits, les loyers sont très très chers. Ouais. Donc je vis dans mon petit 24 mètres carrés où du coup actuellement je peux toucher mon lit. Je suis devant mon PC, je tends la main en arrière, je touche mon lit. C'est un grand classique. Ouais, je travaille beaucoup de chez moi. Après, le travail me passionne avant tout parce qu'on est dans un univers où tout est différent. Enfin, tout est nouveau, tout est à faire. T'as pas vraiment de patron, il n'y a pas vraiment de personnes qui vont te dire, t'as pas vraiment de ligne à suivre, il faut faire ça parce que ça va marcher. Tout est à tenter, vu que c'est un milieu qui est quand même moitié créatif, parce que de ce qui est YouTube ou Twitch, c'est quelque part, c'est un petit peu un côté artistique, parce que toujours proposer d'autres choses, faire des nouveaux tests de montage, etc. Tu as un autre côté un petit peu
business où du coup tu dois démarcher des nouvelles équipes, tu dois démarcher des sponsors, tu dois présenter des projets, etc. Et je trouve que c'est ce que j'apprécie beaucoup, c'est le côté particulièrement complet du métier. C'est ça que je trouve vraiment très intéressant. Tu prépares beaucoup les vidéos que tu fais en amont? Alors ça dépend clairement des vidéos. Une vidéo quelconque que je vais sortir sur YouTube, parce qu'il faut savoir qu'on a un rythme de sortie de vidéo très élevé, une par jour. Ouais, Ça c'est quasiment, je veux dire, des rediff Twitch. Je dis bonjour YouTube. Il y a 3 cuts dans la vidéo, des jump cuts, c'est fait en 30 minutes. Donc là, ça c'est pas vraiment dire que ce soit quelque chose de préparé, ce serait un petit peu mentir, hein. Par contre, là où les vidéos vont être plus préparées, c'est tout ce qui aura du montage, quand il faudra, par exemple, des vidéos que j'ai fait pour le Gwent, ou alors une vidéo que j'ai fait une autodérision sur des mauvais pronostics que j'ai fait. Là, c'est des vidéos qui vont demander du montage et plus de travail. Il y a quelqu'un qui t'aide à monter ou c'est toi qui fais tout seul? Ma compagne m'aide énormément. D'accord. Tu disais juste avant que justement t'avais pas de patron, que c'était très complet, que t'étais beaucoup plus libre, donc ça c'est sûr que on imagine que tu fais plus ou moins ce que tu veux, mais Oui. au niveau de la sécurité financière, peut-être que c'est au contraire quelque chose qui est plus, je sais pas comment on pourrait dire. Il y en a pas, tout simplement, il n'y a pas de Ouais. sécurité financière en fait. Si aujourd'hui, je sais pas, j'arrive à avoir 4000 personnes qui me suivent, enfin je sais pas, mes vidéos sont regardées par 30 000 personnes, et demain elles sont regardées par 1000 personnes, bah, je gagne plus d'argent, et il n'y a pas de sécurité à ça. Mais c'est jamais quelque chose qui m'a dérangé. Le tout, c'est d'en être conscient. Le tout est d'être conscient qu'il faut travailler, que du jour au lendemain ça peut s'arrêter, ou que les gens peuvent en avoir marre de ce qu'on propose ou autre. Et voilà, faut juste pas être trop, je vais pas dire pas trop attaché, mais faut être conscient que tout peut s'arrêter et avoir un plan de secours. Un plan C du coup. Un plan Mais t'as C. déjà fait pas mal de choses. Et du coup, potentiellement, ton plan C, ce serait quoi? Là, pour moi, clairement, ce serait, comme je l'ai dit, faire mon master de droit et passer le concours Du barreau. d'avocat ou de magistrat. D'accord. Tu parlais du coup du Gwent tout à l'heure, alors je suis pas sûr que tous nos auditeurs savent ce que c'est. Moi j'ai beaucoup joué à The Witcher, donc j'ai suivi un petit peu la sortie de ce jeu. Mais ça reste, on est d'accord, majoritairement des jeux de cartes. J'ai vu que tu t'étais remis à streamer les campagnes de Warcraft 3. Ou par délire, c'est vraiment délire. plus par plaisir. C'est pour éviter de stream 70 heures de jeux de cartes par semaine en fait, parce qu'au bout d'un moment ça fait du bien de changer, et c'est également pour éviter d'être trop cantonné à un seul Jeu, ouais, mettre un peu de diversité dans ton quotidien. oui, c'est exactement ça, histoire de rendre ça un petit peu plus agréable aussi pour moi. Et c'est vrai qu'en termes d'heures de stream, enfin moi j'ai été assez impressionné. Je suis en contact avec Bertrand de coup depuis quelques semaines et c'est vrai qu'on a eu du mal à trouver un créneau. Et j'ai l'impression que tu streams mais vraiment H24. Et j'ai notamment vu sur Twitter, alors j'ai pas bien compris ce que c'était, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait une semaine un peu spéciale des streamers ou des personnes dans l'e-sport et dans le jeu vidéo qui streament non-stop pendant 7 jours, c'est ça? C'est ça, en fait, c'est ce qu'on appelle l'AGDQ, c'est Hours Game Done Quick. C'est un marathon de jeux caritatifs organisé actuellement, au moment où on parle, du coup, deuxième semaine de janvier 2018, qui a lieu aux États-Unis. Et où en fait, du coup, des gens vont faire des marathons de speedrun. Alors, le speedrun, c'est le fait de prendre un jeu vidéo et de le faire le plus vite possible. Par exemple, moi j'ai joué lambda à un Mario, je vais le finir en 5-6 heures, et le mec qui va faire du speedrun, il va le faire 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, jusqu'au moment où il arrive à le terminer en 20-22 minutes. Donc c'est vraiment... Et du coup, il y a ça sur tout un tas de jeux à la suite, non-stop, des personnes se relaient pendant 7 jours, et c'est caritatif, parce que tous les dons, du coup, vont pour une fondation de lutte contre le cancer. Donc du coup tu parles de dons, ça veut dire que c'est les spectateurs qui donnent de l'argent un peu comme sur Twitch? C'est ça, c'est exactement. En fait, c'est comme un téléthon, sauf que au lieu que le téléthon ce soit sur 2 semaines, sur 2 jours avec des émissions à la télé et tout, là c'est sur une semaine et c'est en regardant des personnes qui jouent à des jeux vidéo. Donc concrètement, c'est juste un divertissement différent. D'accord. Finalement. Si on revient un petit peu sur la transition entre le fait d'être croupier et le fait de devenir... Alors je sais pas d'ailleurs, est-ce que tu as commencé par joueur pro, streamer ou youtubeur? Streamer. Avant tout, c'est le stream en tout premier. D'accord. Parce que c'est ce qui potentiellement te donne la chance de rentrer en contact avec des équipes en fait. T'es obligé de passer par là. Oui, bien sûr. En fait, il y a 2 possibilités. Soit tu gagnes des tournois, soit tu streams. Et t'as déjà un certain nombre de personnes qui te suivent. La personne qui dit j'arrive, j'ai 16 ans, je suis entré dans une équipe,
Tu dois d'abord faire tes preuves comme partout. D'accord. C'est quoi le mode le milieu du streaming et encore de l'e-sport est encore assez amateur là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de club. Tu sais, par exemple, un joueur de football, il va commencer dans un petit club, puis monter division, aller dans des clubs toujours meilleurs à meilleurs jusqu'à se faire repérer. T'as pas tout ça, t'as pas de grande ligue, t'as pas de formation, t'as pas de détectage. Donc c'est encore un peu chacun doit se débrouiller, et le meilleur moyen de se débrouiller, c'est avant tout d'abord de faire ses preuves, gagner des tournois, se qualifier à des championnats d'Europe, ce genre de choses. Et je me disais, ça a dû être difficile du jour au lendemain. Alors certes, toi tu jouais déjà peut-être depuis longtemps à ce jeu, suite à ton accident de voiture, mais tu as dû commencer avec une audience nulle, voire très minime. Je sais pas si tu avais déjà des personnes qui te suivaient, mais... Il y avait 200-300 personnes les premiers streams. Et du coup, comment à ce moment-là tu arrives non seulement à te motiver, quelle est aujourd'hui, on va dire, la clé du succès? Est-ce que tu penses que les gens regardent tes vidéos parce que tu donnes de très bons conseils, parce que t'es drôle? Est-ce que tu as des petites astuces à partager? En fait, je vais pas mentir, au début, 200-300 personnes sur Hearthstone, vu qu'Hearthstone venait se lancer, c'était très bien. En fait, c'est tout simplement ça. J'ai eu la chance de me lancer sur Hearthstone au bon moment, et du coup de grandir en même temps qu'Hearthstone a grandi en popularité. Je pense que si j'essaierais de me lancer maintenant, mes chances de percer seraient proches du néant. Sur Hearthstone en tout cas, il y a une part de chance là-dessus d'être au bon endroit au bon moment qui est très loin d'être anodine. Et pour quelqu'un qui voudrait débuter maintenant, je dirais faut prendre un jeu un peu niche. Un jeu niche, et faire grandir sa communauté en même temps que celle du jeu. C'est le meilleur moyen pour s'en sortir, c'est le meilleur moyen pour débuter, parce que vouloir se lancer là où tu as des personnes qui sont déjà plus longtemps, qui ont déjà l'audience, qui ont déjà du coup beaucoup plus de moyens, car elles ont déjà l'audience notamment, donc plus de moyens, faire des vidéos de meilleure qualité, faire des plus gros events, faire plus de trucs, c'est juste pas possible. Ouais, il y a vraiment une grosse notion de timing où en fait les gens qui cherchaient un stream sur Hearthstone, ils avaient beaucoup moins de choix en fait. Exactement. À l'époque, il y avait que nous. Au tout début, il y avait que nous. Il y avait que Millennium sur Hearthstone. Il y a David Esquilac sur YouTube, mais sur le stream, il n'y avait que Millennium. C'est les deux Belges, c'est ça? Ouais, David Esquilac qui ont disparu de la circulation d'ailleurs. Ouais, ils ont disparu du jour au lendemain. Ouais, j'avais lu un article dessus. C'est un peu comme je fais l'analogie en ce moment avec les cryptocurrencies, c'est un peu la même chose, ça sert plus à rien d'investir sur le Bitcoin ou sur les cryptos les plus connus, il vaut mieux aller chercher des petits trucs montants. Oui. C'est tout à fait ça. Et ce serait pareil pour quelqu'un ce serait quelqu'un qui se lance maintenant sur Hearthstone, il n'y arriverait pas, parce qu'il arriverait en face de l'Arma Team, de Gamer Origin, des structures qui sont là depuis très longtemps et très très bien implantées, et ce serait extrêmement difficile. Ouais, j'imagine. Et donc du coup, tu as commencé avec une toute petite audience, et comment tu l'as fait grossir? Alors, j'imagine qu'il y a un gros avantage à la récurrence, le fait de créer peut-être là souvent. Et il faut être, il n'y a pas de secret, il faut être bon. En fait, sur Twitch, il y a deux possibilités. Soit une personne est un excellent animateur, en plus d'être un joueur correct. On pense notamment par exemple à Zerator, mais qui du coup l'animation est le pilier principal, et du coup à ce moment-là t'as pas le côté entre guillemets joueur pro. Soit faut être dans les meilleurs français. Personne ne va venir regarder un joueur moyen. Si on n'a pas un point extrêmement fort dans l'animation, parce qu'on a fait l'animation radio, parce qu'on a découvert d'autres trucs, parce qu'on a un background, parce qu'on est très très bon, ou si la personne n'est pas une brute dans le jeu, personne ne le regardera. Un joueur moyen ne sera jamais regardé, un animateur moyen ne sera jamais regardé. C'est tellement concurrentiel, il y a tellement peu de place qu'il faut être dans les meilleurs. Et aujourd'hui, là où tu prends le plus ton pied, est-ce que c'est justement en créant du contenu pour les autres, en ayant l'impression que ton audience qui te suit de manière fréquente, elle progresse, ou est-ce que il y a quand même le fait de toi-même faire les tournois? Je suppose que moi qui ai joué longtemps au poker, la sensation d'aller jouer un tournoi pour potentiellement remporter quelque chose, un titre, il doit y avoir quelque chose quand même de très excitant. Bien sûr, c'est une sensation qui restera toujours inimitable. Pour moi, comme je dis, je suis toujours un joueur compétitif. Le fait de faire des tournois, le fait de vouloir gagner des tournois est juste... c'est ce qu'il y a de mieux. Rien ne pourra jamais remplacer cette sensation, je pense. Vraiment. Et toi qui viens du milieu du poker, t'as jamais eu justement
cette envie de toi-même devenir joueur. Alors, je sais que voilà, je t'ai vu plusieurs fois streamer pour Winamax, mais c'est vrai que je vois souvent la transition croupier. Joueurs de poker, ça fait plusieurs années qu'ils voient des joueurs, ils commencent à développer ce qu'on appelle des reads, donc c'est le fait d'arriver à lire l'adversaire, parce qu'ils font ça toute la journée. À aucun moment tu t'es dit j'ai envie de me lancer là-dedans? Non, parce que le problème que j'ai avec le poker, c'est que au bout d'un certain temps, je trouve le jeu trop répétitif. Parce qu'en fait, au final, vu que c'est tout le temps les mêmes cartes, tu vas me dire c'est normal. Vu que c'est tout le temps les mêmes cartes, au bout d'un moment, ça m'ennuie. Et j'ai besoin d'avoir des nouvelles cartes tous les 3-4 mois. J'ai besoin d'avoir une méta qui change. Même si la méta change au poker, il y a une méta, elle évolue. Mais le fait de tout le temps avoir les mêmes cartes, les mêmes combinaisons, etc., en fait, ça m'ennuie. C'est assez marrant parce que j'ai arrêté Hearthstone pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que moi je trouvais que le changement de carte était trop fréquent et du coup toutes les anciennes méta devenaient un peu obsolètes. Alors bon, pour moi qui jouais de manière vraiment amateur, dire que j'avais mis plusieurs mois à trouver un deck qui me convenait, que j'aimais jouer, et puis pouf, du jour au lendemain tout change. Donc bon, effectivement pour quelqu'un comme toi qui stream tous les jours, il y a des différences, mais c'est vrai que moi je me suis dit bon bah en fait si le jeu change tous les 3 mois, je dois tout réapprendre en fait, je dois repartir à zéro. C'est quasiment ça. Moi, ce que je trouve, c'est ce que je trouve passionnant. Ouais, ça permet d'avoir toujours un challenge et de rester vraiment au top niveau. Ouais. Du coup, il doit y avoir des gros changements en termes de classement. Alors, je sais pas exactement quels sont exactement les classements, je veux dire, francophones ou mondiaux, mais ça doit énormément varier. Je suppose que si on comparait ça au tennis, par exemple, en général, le top 10 du tennis, il change très rarement. Et en plus, il y a une part de chance dans les jeux de cartes, et notamment Hearthstone. Donc je suppose que ça bouge très vite, non, dans cette industrie? Non, parce que les joueurs, en fait, les joueurs qui sont bons restent bons. Et en fait, la variance sur Hearthstone, c'est comme la variance au poker. C'est-à-dire que quelqu'un qui est bon va pas gagner tous les tournois, mais sur une majorité de games, sur une majorité de tournois, il va tout le temps être dans le top. Et être bon sur Hearthstone, en fait, malgré le changement des cartes, au final, le principe de metagame, le principe de synergie, etc., change pas fondamentalement. Les situations changent, et du coup, ça, il faut réapprendre à chaque fois, mais les principes fondamentaux d'un jeu de cartes restent identiques. D'accord, ouais. Et donc, quelqu'un qui est bon sur Hearthstone pendant une extension ou une autre, il n'y a pas de raison qu'il devienne mauvais à la prochaine s'il continue à bosser. Et du coup, cet entraînement, tu le gères comment? Parce que, bon, je suppose que tu t'entraînes en faisant des vidéos tout simplement, mais est-ce que tu as vraiment je sais pas, un certain nombre d'heures par semaine dédiées au travail, tout seul dans ton coin? Ça dépend. Là maintenant, je marche vraiment beaucoup à l'envie. Si la méta me plaît, s'il y a des tournois, s'il se passe des choses, si j'ai besoin de préparer une compétition, je peux passer énormément de temps en plus des streams sur le jeu, quitte des fois à ne faire que ça dans ma semaine. Il y a des semaines où je me lève, je stream Hearthstone, je joue Hearthstone, je vais me coucher, je fais ça 7 jours non-stop, 17-18 heures par jour, tout simplement parce que je reste un passionné. Et il y a des moments où il y a comme les derniers mois, il y a moins de trucs sur la méta, il y a moins de trucs à voir. Et donc en fait, du coup, je vais moins jouer au jeu, je vais simplement faire mes 30 heures, 40 heures de stream sur Hearthstone et basta. Et je suis désolé, je change de sujet. Si on revient un petit peu au travail, quand on a échangé par mail, tu m'as fait comprendre que tu travaillais chez Webedia. Alors, du coup, je t'avoue que j'étais un petit peu perdu. Je pensais que tu étais indépendant et du coup, j'ai cru comprendre que tu avais repris un boulot. Alors, c'est quoi ton statut aujourd'hui? En fait, chez Webedia, je suis tout simplement prestataire sur leur télé qui s'appelle jeuxvideo.com, 13 heures par semaine, c'est tout. En fait, je suis indépendant, et ben, du coup, en tant qu'indépendant, tu fais des prestations chez des personnes. Là, je fais une prestation chez Webedia, tout simplement. Donc en fait, aujourd'hui, t'es passé d'un travail conventionnel à, on va dire, un profil très atypique où tu vis de ta passion. Et là, aujourd'hui, t'es un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que tu n'es pas salarié, mais t'as des obligations quand même pour Webedia. Les obligations restent très faibles. Les obligations, c'est de faire 5 heures par semaine de stream dans leurs locaux à Levallois, donc ça reste... ça va quoi, c'est pas non plus... c'est pas une contrainte qui est extrêmement importante. Ouais. D'accord, et donc du coup, t'es tout seul chez toi, mais au final, t'as quand même, quand tu vas streamer là-bas, je suppose qu'il y a d'autres joueurs. Oui, il y a d'autres personnes, et c'est ce que c'est aussi pour ça que j'ai accepté. C'est justement pour éviter de passer mon temps. C'est pour éviter de passer mon temps
tout seul. Tout seul chez moi sur mon PC sans voir personne et jamais sortir. C'est aussi pour ça que j'ai accepté. Parce qu'au final, ça me fait du bien de sortir 2 fois par semaine pour aller voir ailleurs. Ouais. Est-ce qu'il y avait la nécessité d'avoir une rentrée d'argent un petit peu plus stable ou c'était vraiment Oui, pas le... oui, Ouais. si, clairement. Ça aide aussi, je vais pas se mentir, ça aide aussi à stabiliser les revenus. Parce qu'à un moment, tu faisais partie de l'Arma Team. Oui. Donc, qui est c'est quoi? C'est une équipe? Non, c'est une entreprise. C'est Tout une à fait. entreprise, d'accord. Une entreprise, tout ce qui est de plus classique. On peut comparer ça à Millennium, qui a été racheté du coup par Webedia. C'est ça, on peut comparer ça à Millennium, effectivement. Et du coup, t'avais décidé de partir, donc de... j'ai perdu le... De Webedia, Millennium, l'Arma Team, Webedia. ouais, c'est ça. C'est ça. J'avais vu une interview rapide de toi sur YouTube où t'expliquais que c'est juste que vous aviez des points de vue différents qui divergeaient et que t'avais envie du coup de te consacrer à ce que toi t'avais envie de faire. Oui, c'est ça, exactement. Parce qu'en fait, je me retrouvais dans l'Arma Team sur un taf conventionnel avec une direction, des heures de présence, toutes les choses que je déteste fondamentalement. Je suis quelqu'un qui, je pense, est très très indépendant et complètement incapable de travailler avec dans un milieu hiérarchique classique parce que je supporte juste pas ça. Et au final, je me suis retrouvé dans l'Arma Team sur exactement ce schéma que j'abhorre. Et donc du coup, j'ai préféré partir plutôt que de rester. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que là, bon, pour l'instant, on est qu'au 6e épisode de Déclic, mais c'est vrai que la majorité des personnes que j'ai interviewées, souvent, on sent qu'il y a on va dire, pas un problème, mais on va dire un rejet de l'autorité, quoi. La plupart des personnes qui décident vraiment de prendre un chemin différent, c'est des gens qui en ont marre de faire le métro boulot dodo standard, d'avoir une direction et qui manquent un petit peu de liberté au final. Complètement. Mais surtout parce que très souvent, les ordres de la direction... En fait, très souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que les ordres de la direction et les attentes du salarié sont très souvent à l'opposé. Et c'est ça aussi, je pense, qui provoque beaucoup cette rupture, c'est que travailler avec... si l'intérêt du salarié va dans le même intérêt que la société, c'est cool, mais c'est quand même rarement le cas. Tu te retrouves souvent à faire plus de tâches que tu trouves stupides, ou tu les fais alors qu'elles t'ennuient, que tu trouves inintéressantes, mais uniquement parce que ça rapporte de l'argent à ta boîte, plutôt que de choses qui te passionnent et qui te motivent dans la vie au quotidien. C'est aussi plus risqué, je suppose, dans le sens où, comme tu disais tout à l'heure, si un jour ta chaîne marche plus, en fait, tu peux t'en prendre qu'à toi. Dans le sens où une entreprise marche pas, bon, t'es qu'un pion parmi l'armée, quoi. C'est ça. C'est aussi plus risqué. Oui, c'est vrai que c'est plus risqué. Mais ça c'est jamais quelque chose qui m'a dérangé. Et du coup, donc, si on revient un petit peu sur tes projets actuellement, est-ce que j'ai vu que souvent tu avais été assez vague, assez évasif dans tes interviews. Quels sont tes projets si on reste vraiment dans l'e-sport et dans le gaming, tes projets pour les mois ou les années qui viennent, de quoi tu as vraiment envie? Alors, des projets familiaux ou projetés dans l'année qui vient est complètement, totalement impossible, car le milieu évolue beaucoup trop vite. Si tu regardes tout ce qui s'est passé en un an, il y a un an on venait de fonder l'Arma Team, il y a encore un an avant je venais d'emménager à Paris. Tout va trop vite pour pouvoir imaginer sur aussi long terme, et oui, aussi long terme que dans un an. Donc ça je peux pas. Dans les mois à venir, c'est faire du YouTube plus qualitatif. Actuellement sur Hearthstone en France et sur le jeu de cartes, il n'y a personne qui fait de choses qualitatives dans le sens des vrais guides, des vrais montages, des vraies choses qu'on peut me le voir dans du gaming un peu plus traditionnel. Et ça me manque pas mal de pas pouvoir faire ça. Donc je pense réellement que ce sera mon axe de développement, cette façon de faire YouTube. Bien entendu, reprendre les tournois, me qualifier au championnat d'Europe, c'est l'évidence même, entre autres d'Hearthstone. Également essayer de parfaire sur d'autres jeux de cartes, que ce soit Gwen, Crossmadash, Shadowverse, ou toute la masse des jeux de cartes qui sont sortis et qui commencent à avoir un circuit sport. Ce qui m'intéresse également beaucoup, c'est les sorties du futur jeu de cartes d'Artefact, de Valve, Artefact, qui devrait être sorti en début d'été 2018. Et là, je crois que je commence à avoir fait un peu le tour. Et au niveau du Gwent, je me souviens que tu disais qu'il y avait
a priori des prix qui allaient être intéressants. Donc moi je t'avoue que j'ai une très très vague idée seulement de ce que peuvent être les prix de compétition pour les jeux de cartes. Aujourd'hui, est-ce que ça peut vraiment changer quelque chose dans ta vie si tu remportes une des plus grosses compétitions? Je sais que par exemple pour Counter, League of Legends ou même Overwatch, il y a des prix qui sont vraiment vraiment impressionnants. Pour les jeux de cartes, bon, j'imagine que Blizzard a pas mal d'argent à investir dans les tournois. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente? Alors aujourd'hui, gagner entre guillemets un tournoi de Blizzard, un championnat d'Europe, c'est 40 000 $. Donc ça, c'est pas encore les sommes de Counter-Strike, League of Legends ou autre, mais notez que sur des teams comme Counter-Strike, League of Legends ou Dota, il y a deux choses à plus à prendre en compte. Ces choses à prendre en compte en plus, c'est que sur les teams, c'est tellement important l'argent à devoir mettre en place que les teams prennent en plus une part. Et l'autre truc, c'est que souvent ils font partager en 5, 6 voire 7. Ouais, c'est ça, ouais. Donc même si les sommes sont importantes, là sur Hearthstone c'est souvent que pour la personne et absolument pas pour les autres. Et c'est ça qui est intéressant. Donc même si ça change pas la vie, ça peut rajouter un vrai plus. Le champion du monde c'est 250 000 $ par exemple. D'accord, ouais, ça commence à être des belles sommes. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut aussi ne pas mesurer, comme je sais pas, le sponsoring par exemple? Si tu gagnes un tournoi, est-ce qu'il y a des opportunités qui vont s'ouvrir à toi de manière très rapide? En fait, tu vas surtout gagner de manière un petit peu détournée. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas gagner énormément. En fait, par exemple sur YouTube, tu vas gagner, tes vidéos YouTube vont être beaucoup plus suivies. Quand tu vas lancer un Twitch, tu auras beaucoup plus de monde qui te regardera. Ça va être plus les choses là qui vont te rapporter de l'argent, et c'est plus les choses là en fait entre guillemets en revenus un peu cachés sur le long terme qui vont te rapporter des choses. Ça donne un gros coup de boost à ta notoriété en fait. Exactement. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes, que tu aimerais récupérer d'un travail conventionnel? Ou est-ce que, au contraire, il y a... Le chômage, l'assurance chômage, forcément. Ah oui, exactement, ouais, parce que c'est quoi, du coup, ton statut, là? Est-ce que c'est auto-entrepreneur? Non, c'est indépendant. J'ai une entreprise individuelle, tout ce qui est de plus classique. Et du coup, c'est travailleur indépendant, comme n'importe quel médecin, avocat, ou pas tous les métiers classiques. Très bien, et du coup pour terminer, où est-ce qu'on peut te retrouver et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochains mois? Eh ben écoute, pour me souhaiter pour les prochains mois une variance positive en tournoi, quel que soit le jeu de cartes, on peut me retrouver sur Twitch Best Marmotte, YouTube Best Marmotte partout, c'est facile, c'est Best Marmotte partout. Ah bah tiens, du coup ça me fait penser à une autre question, donc ce sera pas la dernière. Best Marmotte, ça vient d'où du coup? C'est un tout vieux pseudo qui date de quand j'avais 15-16 ans, de l'époque de Caramel, où je cherchais un pseudo un petit peu sympa, et je me suis dit que tout le monde aimait les marmottes, et moi aussi. Et donc voilà, c'est resté. D'accord, super. Bon bah écoute, merci beaucoup Bertrand. Mais de rien, merci à toi aussi. Bon courage pour les prochains tournois, que la variance soit avec toi. Merci, ciao. Allez, salut. Si vous en êtes arrivé là, c'est probablement que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous, ça nous permet de faire connaître le podcast. Vous pouvez évidemment toujours vous abonner à notre chaîne SoundCloud ou nous mettre un avis sur iTunes. Merci beaucoup et à bientôt.